si on prend x une partie compacte de gln de c et qu'on suppose qu'elle est stable par multiplication, alors c'est un sous-groupe de gln de c. C'est le résultat qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. Évidemment, je vais te faire part de mes intuitions, des motivations qui peuvent amener à la solution, et surtout du sens un peu de ce résultat. La première chose que tu peux noter, c'est que ce résultat, il paraît a priori un peu surprenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu regardes la notion de compacité, c'est fortement lié à la topologie, donc des trucs continus. Tu peux avoir donc des ensembles continus, etc. Et de l'autre côté, la notion de groupe, c'est fortement discret. En fait, un groupe, c'est un truc où tu sautes d'élément en élément par la multiplication. Éventuellement, tu reviens à l'élément de départ. Et concrètement, c'est un peu étrange d'avoir un lien entre un truc qui est fondamentalement hyper continu et un truc qui est un peu discret. Après, ce lien, après mûre réflexion, tu te rends compte qu'il n'est pas si étonnant parce que finalement, la compacité, c'est quoi ? C'est fortement lié au truc fini. T'as la caractérisation de Borel-Lebec qui te dit que un truc qui est compact, si tu peux le recouvrir par un ensemble d'OR fini. Et du coup, en fait, tu comprends que en fait, le résultat, il n'est pas plus surprenant que ça. La compacité, c'est un peu lié à la finitude. Et la notion de sous-groupe aussi. Bon, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit concrètement, l'hypothèse de compacité ? Ici, on travaille sur des espaces de transformation. Donc, gln de c, c'est simplement des transformations de l'espace c puissance n. Et le fait d'avoir une partie compacte sur cet ensemble de transformations, ça nous dit que, en fait, la partie compacte, elle va être limitée. Si on prend une transformation A dans X, elle va avoir une action sur la situation de départ qui va être limitée. Elle ne pourra pas, par exemple, l'étendre jusqu'à l'infini, puisque, effectivement, A sera borné. Et donc, en gros, on a une certaine contrainte, on a une compacité, tu vois, c'est un peu dans le mot, on a une compacité, on a une contrainte, un peu des chaînes qui nous restreignent beaucoup quand on a l'hypothèse compacte. Le truc est pas trop gros, le truc se comporte assez bien. Et en plus de ça, on a l'hypothèse que c'est stable par multiplication. Donc en gros, si tu veux avoir une interprétation physique du phénomène, c'est que tu vas, au cours des transformations, conserver certaines propriétés du système. D'où la stabilité par multiplication qui va être du coup liée aux propriétés de x. Mais bon, après ça c'est très très métaphysique, ça n'a pas vraiment d'importance si tu lis pas le jour de l'oral, mais en gros je voulais te présenter ça pour te montrer que en gros ce résultat il me paraît assez raisonnable, puisque voilà, par rapport à toutes les intuitions que je t'ai dit. On est parti pour vraiment la résolution de cet exercice à proprement dit. Évidemment je vais te faire part d'un peu de motivation. Si on prend a dans x, en gros notre but c'est de montrer quoi ? C'est de montrer que a-1 est dans x. Et donc, avec cette phrase-là, on va avoir que, par stabilité par la multiplication, que l'identité, ça va être dans x. Et donc, on aura bien que c'est un sous-groupe de gln de c. Bon, en fait, c'est une équivalence. Tu peux t'en rendre compte en considérant, par exemple, l'application feed a qui va de x dans x et qui, à g, va associer GA ou AG, peu importe, et tu te rends compte que ça, c'est inversible. Dans deux espaces de même dimension, c'est injectif, donc c'est inversible. Et puis, tu as d'autres choses. En remontant, tu peux retrouver que si IN est dans X, alors A-1 est dans X. Bon, je vais pas utiliser cette méthode ici, même si elle est totalement valide. En fait, montrer que IN est dans X, c'est un petit peu plus rapide que montrer que A-1 est dans X. Mais bon, ça revient, c'est du pareil au même concrètement. Et le fait de considérer cette application le phi de A, ça rajoute un temps qui compense en fait le fait de montrer que IN est dans X. Du coup, maintenant qu'on sait ce qu'on veut montrer, donc ce qu'on veut montrer, notre gros focus là, ça va être de montrer que A-1 est dans X. Comment on peut faire ça ? En fait, on sait que X est stable par multiplication et que surtout X est compact. Donc X compact, ça veut dire X fermé. X fermé, ça va nous être utile parce qu'on peut se dire, ok, est-ce que je peux pas trouver une suite de Bn par exemple qui va tendre vers A-1 ? Par compacité, je vais avoir par fermeture, je vais avoir que A-1 est bien dans X. Parce que cette suite, je vais essayer de la prendre dans X. Et du coup, notre premier mot d'ordre, ça va être de considérer
une suite qui va tendre vers A-1. On va essayer de la construire. Et comment on peut la construire? Simplement, on peut la construire en utilisant l'hypothèse de compacité. On sait que la compacité, tu as deux caractérisations. Tu as celle de Borel-Lebec et celle de Bolzano-Weierstrass. La caractérisation de Bolzano-Weierstrass, elle est vraiment bien parce qu'elle nous permet de construire des suites à partir, des suites qui convergent à partir de suites qui convergent pas forcément. Du coup, on voudrait déterminer à partir d'une suite quelconque, une suite qui va tendre vers A-1. Bon, faut pas oublier qu'on a une hypothèse de stabilité par multiplication. Du coup, un truc qui est légitime à faire, c'est de considérer la suite des A puissance P avec P dans N. Donc ça va appartenir à X puissance N. Et on va regarder comment elle se comporte. Bon, déjà, elle ne converge pas a priori, mais on peut prendre, comme X est compact, une suite, une extractrice phi, telle que A phi de N appartient à X puissance N et converge. Bon, du coup, c'est ce qu'on fait. C'est naturel de regarder les puissances de A, puisque, en fait, introduire une nouvelle matrice qui va tendre vers A-1, ça paraît compliqué, donc introduire une puissance de A, bon, c'est légitime. Du coup, je vais réécrire ça un peu plus proprement, puisque là, on a vu heuristiquement ce qui allait se passer. On va voir, on va essayer de triturer cette suite-là, voir comment, en la faisant tendre ou la faisant pas tendre, en regardant des nouvelles indexations de A phi de N avec des N plus 2, N plus 1 ou des trucs comme ça, ou phi de A phi de moins N, on va pouvoir se ramener à avoir une limite A-1. Du coup, je vais réécrire ça proprement pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Ok, on prend A dans X et on considère comme X stable par fois. Alors, on a A puissance P. Ça, cette suite, elle appartient à X puissance N. Le fait que ça appartienne à X puissance N, ça va nous permettre de considérer une extractrice. On considère phi une application de N de N. Je vais marquer comme ça strictement croissante, donc pour dire que c'est une extractrice, telle que A phi de N tendent, bon, on va pas écrire ça comme ça, A phi de N tendent quand N tend vers plus l'infini, vers un certain B qui va appartenir à X. Donc ça, c'est la caractérisation de Bolzano-Weierstrass. Et du coup, maintenant, on voudrait quoi? On voudrait passer en puissance négative. Donc naturellement, on considère A phi de moins N, A moins phi de N, pardon. Donc qui ça? Par continuité de l'inversion. Là, par continuité de l'inversion, on a... et donc ça va appartenir à rien en fait. Ça appartient à GLN. On ne sait pas si a priori ça appartient à X, puisque en fait on a inversé les trucs et c'est exactement ce qu'on veut montrer, que ça appartient à X. En fait ici on pourrait se dire, ok nice, on va juste multiplier les deux et avoir que A-1 appartient à X. Le truc c'est que non, parce qu'en fait si tu multiplies les deux, tu vas avoir que l'identité... Ok, c'est pas malin d'avoir pris N ici, puisque c'est la dimension de l'espace, donc on va plutôt prendre P. Tu vas voir que IN va tendre vers IN, et tu vas avoir un truc, une égalité triviale qui va pas être utile. Donc en fait ici il va falloir un peu, pas ruser, mais considérer un truc un peu plus gros ici, de sorte à ce que ça compense pas toutes les puissances. Donc phi est strictement croissante, tu peux considérer par exemple A phi plus P plus 1. Mais en fait,
tu vas te rendre compte au fur et à mesure, enfin, tu peux faire le calcul, voir ce que ça te donne avec a phi p plus 1, mais après avoir fait le calcul, tu vas te rendre compte qu'il va te manquer un cran, donc tu vas prendre a phi p plus 2. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas avoir a phi p plus 2 qui va tendre vers B. Après, tu multiplies par a moins phi p. Donc ça, c'est toujours... Tout va bien se comporter, on est en dimension finie, donc ça va être bien. Ça va tendre vers l'identité. Et du coup, tu vas comprendre maintenant pourquoi j'ai pris un P plus 2 et pas un P plus 1. C'est parce qu'en fait, ici, bon, ton but, c'est de multiplier par moins 1, évidemment. Donc, en gros, tu vas avoir A phi P plus 2 moins phi P moins 1 qui va être égal à A moins 1. Pardon, pas du tout égal. Qui va tendre vers A moins 1. Et donc, du coup, il faut montrer que ça, maintenant, c'est une suite à valeur dans Xn. Et maintenant, ce que tu veux utiliser, c'est le fait que phi soit une extractrice, donc en particulier qu'elle soit strictement croissante. Donc ta phi p plus 2, ça va être supérieur ou égal à 1 plus phi p plus 1. Et ça, c'est supérieur ou égal à 2 plus phi p plus 2. Enfin, plus phi p. Donc là, ici, tu shootes le 1. Avec le moins 1 ici. Et donc, tu te rends bien compte que ça, c'est strictement... enfin, c'est supérieur ou égal à 1. Et que donc, en particulier, cette suite, elle appartient à x puissance n. Donc, du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai pris un plus 2 ici. Tu aurais pu prendre un plus 1 et puis avoir corrigé juste après. De toute manière, c'est deux lignes de calcul. Mais tu te rends compte que tu prends en fait un plus 2 pour corriger le moins 1 que tu vas mettre en multipliant par a-1. Du coup, ce que tu as, c'est que a-1 par fermeture de x appartient à x, et que donc in